Prendre part. C'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Elie et je suis heureuse à l'idée de vous accompagner dans cette deuxième saison de Prendre part qui portera sur la souveraineté alimentaire. On va se questionner sur comment est-ce qu'on peut cultiver nos droits. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Alicia Livia Okenge-Rovaria, qui est titulaire d'un baccalauréat en biochimie, mais aussi actuellement en train de compléter un second baccalauréat par cumul pour un certificat de cette fois-ci en communication appliquée, relations publiques et gestion de la santé et des services sociaux. Je te connais par l'entremise, en fait, d'un poste que tu as occupé en tant que chargée de projet pour le SUCO, où tu pilotais un projet avec des coopératives de femmes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec jeunes volontaires pour l'environnement. Tu me partageais que ça a été une opportunité pour toi de prendre conscience de comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales par l'entremise de l'agroécologie. Entre autres, j'aimerais souligner que depuis cet automne 2023, tu as rejoint le cercle Transition 18+, qui est un cercle en fait animé et soutenu par SUCO, qui vise à rassembler en fait des jeunes de 18 à 30 ans, soucieux de faire une différence positive pour l'environnement. Alors, bonjour Livia et merci d'être parmi nous. Allô, plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis heureuse de pouvoir échanger aujourd'hui et parler de souveraineté alimentaire et d'injustice sociale. Quand on discutait pour préparer cet épisode ensemble, je t'ai demandé un truc qui te faisait du bien. Puis rapidement, en fait, tu m'as dit que pour toi, c'était la nature, que c'était un havre de paix pour toi, que c'est quelque chose qui t'inspirait puis qui te connectait avec la vie qui t'entoure. J'ai adoré ça parce que je me suis beaucoup vue là-dedans, moi aussi. Je pense qu'à l'ère de l'hyperconnectivité, on a tous besoin de cette grande bouffée d'air frais pour nous aider à continuer à avancer, sortir la tête de nos différents engagements sociaux qui peuvent être très prenants. Puis en fait, je me demandais d'où te vient cette connexion avec la nature. J'imagine que pour toi, ça fait beaucoup de liens entre ton implication puis cette passion-là. Mais oui, en fait, en faisant des petites recherches, puis en devant justement résumer en quelques phrases comment est-ce que je suis arrivée à ce rendu-là professionnellement parlant, je me suis posé beaucoup de questions et en fait, j'ai pas vraiment réussi à avoir de réponse. La seule réponse que j'ai pu avoir, c'est vraiment que je me sentais à l'aise dans la nature en général. Étant petite, moi, j'ai beaucoup voyagé au travers de mon pays d'origine. Quand j'avais, je pense, 12 ans, on faisait un petit peu le tour du Gabon en famille. C'était vraiment un moment que j'ai adoré passer autant avec mes parents, mes frères et sœurs, mais on avait aussi des amis de la famille qui nous avaient rejoints tout le long. On a quand même passé à peu près 3-4 provinces, puis on a fait peut-être 7-8 villes. C'était vraiment inspirant. Puis aussi longtemps que je me souvienne, c'était l'événement un petit peu de mon enfance qui m'a marqué. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que mon engagement reste et tourne toujours autour de la nature. Puis là, un petit peu plus principalement vers l'alimentation et tout ce qui est souveraineté alimentaire. Ben merci de ce partage, justement. Je trouve ça beau de voir comment est-ce que nos expériences nous forgent puis font de nous qui est-ce qu'on devient. Puis, entre autres, justement, par l'entremise du projet que tu as fait avec jeunes volontaires pour l'environnement, tu as sans aucun doute rencontré différents jeunes incroyables qui étaient très actifs autour d'eux dans leurs engagements. Puis je me demandais, pour toi, à travers l'expérience que tu as eue dans ce stage-là ou d'autres expériences que tu as eues dans ta vie professionnelle, quel rôle tu penses qu'occupe la jeunesse dans la souveraineté alimentaire sur la scène locale ou internationale? En fait, moi, je partirais vraiment avec les enjeux qu'ont les jeunes au quotidien, en fait, dans le cadre de leur vie personnelle, mais dans aussi le cadre des systèmes alimentaires. Et je pense qu'ils sont assez transversaux. Quand je dis transversaux, c'est vraiment dans le domaine d'actions différentes, donc la production, transformation, distribution, préparation à la consommation. Puis que l'engagement des jeunes est vraiment en lien avec leurs objectifs et leurs intérêts, en rapport avec les systèmes alimentaires et aussi beaucoup culturel. Donc tout ce qui est tradition, ça revient souvent. La recherche d'identité aussi. Un petit peu économique. Donc la recherche d'emploi, moyens de subsistance est majoritairement sociale, donc avec le rôle et le statut social que
tu occupes ou que ta famille occupe dans la société. Au niveau de la recherche, au niveau des politiques, des promotions de l'entrepreneuriat, sur les services de recherche et vulgarisation, conseil, éducation, promotion, nouvelles technologies, je trouve que c'est vraiment des questions un petit peu naissantes et aussi influencées par les formes et les disparités sociales qu'on peut retrouver notamment en Afrique en général, puis peut-être principalement en Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu la chance d'y rester 6 mois, mais également au Gabon, qui est mon pays natal. Je regarderais aussi peut-être les rapports d'emploi formels et informels de la jeunesse, mais également aussi comment est-ce que les carrières ont été mises de l'avant en fait dans ces pays-là. La plupart du temps, les parents issus peut-être de milieux ruraux poussent leurs enfants à aller avoir des carrières autres que dans l'agriculture ou en lien avec les systèmes alimentaires, parce que c'est signe de prestige, parce que c'est signe d'accomplissement, parce qu'à leur époque aussi, c'était la façon de faire pour pouvoir réussir. Être finalement agriculteur, fermier, paysan, c'était plus la nouvelle mode, si je peux dire ça comme ça, mais être en col blanc ou col bleu, c'était vraiment signe de réussite à ce moment-là. Post-pandémie, l'agriculture est un petit peu revenue au goût du jour par l'entrepreneuriat et donc par l'agriprenariat, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était justement une solution mise sur la table suite aux différentes pandémies, oui, vécues, mais aux différentes pénuries de denrées alimentaires vécues localement et peut-être internationalement également. Donc c'est peut-être aussi devenu où les jeunes ont pensé à l'agriculture, au système alimentaire viable comme perspective générationnelle ou comme style de vie. On a vu beaucoup de mouvements aussi dans le retour à la consommation locale, les labels faits au Québec, admettons, ou dans d'autres pays également. Donc je dirais que c'est comme ça un petit peu que les jeunes se sont avec le temps, ont cheminé vers justement des rôles dans la souveraineté alimentaire. Puis, il y a aussi eu beaucoup de promotion ou de participation des jeunes dans le système alimentaire ces dernières années. Et pour les jeunes les plus engagés, ils viennent vraiment jouer un rôle de plus en plus visible. Et ils portent les questions agricoles et alimentaires dans les débats politiques en faisant justement la promotion d'approches critiques du système alimentaire actuel et également auprès de leur entourage. Donc, je pense que le rôle des jeunes est un petit peu multiple à toutes les échelles du système et espérons-le, apportera un renouveau, un vent d'air frais et peut-être une nouvelle ère ou une nouvelle approche justement à nos systèmes alimentaires. Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire selon les membres de l'ACOSI ? Le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et leur droit de définir leur propre système agricole et alimentaire. Elle promeut un modèle de production durable et, à petite échelle, qui bénéficie aux communautés et à leur environnement. La souveraineté alimentaire donne la priorité à la production et consommation d'aliments au niveau local. Elle reconnaît le droit des pays à protéger leurs producteurs locaux des importations bon marché et à contrôler leur production. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développé par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs. En ce moment, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est quoi les enjeux majeurs qui te viennent à l'esprit? Je regarderais aussi peut-être au niveau des rôles syndicaux et des organisations de filières, peut-être en avoir un petit peu plus, peut-être leur donner un petit peu plus de voix aussi, les encourager à rentrer dans l'établissement de nouvelles politiques peut-être. Et également, je pense que je l'ai un petit peu mentionné, mais au niveau des conditions de travail, mutualisation agricole, avoir des assurances vieillesse et maladie, ce qui est présent dans certains pays, on va dire occidentaux, mais dans des pays un petit peu de la sous-région, c'est des politiques qui sont certes écrites sur papier, mais qui sont pas forcément appliquées au day-to-day. Donc ça vient faire le lien avec le deuxième enjeu, qui serait peut-être
au niveau de la promotion des politiques en alimentation durable, mais aussi au niveau de la gouvernance. Donc, peut-être mettre en œuvre des politiques qui favorisent la souveraineté alimentaire de chaque pays et revoir les réglementations favorables aux petits exploitants et à la production d'alimentation durable. Par là, je pourrais citer l'exonération fiscale, le soutien au financement, la facilité financière à l'achat ou au stockage de récoltes, la présence ou la possibilité de crédit agricole, des équipements de coopératives paysannes, également la sécurité sur l'accès aux terres qui revient quand même assez souvent dans les pays du Sud. Et enfin, et je pense le plus important, ce serait l'accompagnement dans la modernisation agricole et le développement des marchés. Donc, j'aimerais profiter de ta présence, entre autres, pour que tu nous parles justement du fameux projet avec les coopératives de femmes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que tu as piloté avec Jeunes volontaires pour l'environnement. C'était quoi ce projet-là concrètement? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat aussi positif sur cette communauté-là? Ben oui, en fait, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Jeunes volontaires pour l'environnement en 2 temps. Le premier temps, c'était vraiment de l'accompagnement au niveau de la communication de l'organisation. Puis en deuxième temps, justement, c'était chapeauter ce projet-là en partenariat avec le partenaire de SUPO, donc Jeunes volontaires pour l'environnement, qui est une organisation à but non lucratif qui travaille principalement dont la mission, en fait, est de promouvoir la souveraineté et de renforcer les capacités des jeunes, mais également des femmes, afin de les impliquer un petit peu plus dans le processus de développement durable de leur pays. Donc, moi, j'ai été basée en Côte d'Ivoire, mais Jeunes volontaires pour l'environnement est également présent au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, donc à peu près dans 9-10 pays en Afrique ici. Et le projet portait principalement sur l'accompagnement d'associations paysannes, sur le développement d'une expérience en fait agroécologique portée un petit peu sur la production de riz local. Donc le riz s'appelait le riz BT local. Et le but en fait c'était d'être capable de faire comprendre aux femmes à l'intérieur du pays et justement au niveau du village de Cheblegwe à Daloa, qui était le nom de la ville, qu'il était possible en fait de pouvoir se regrouper justement entre villages, entre coopératives de femmes et de partir ensemble un projet qui pourra venir transformer leur mode d'alimentation au quotidien et pour les générations futures. Donc le deuxième problème un petit peu ou la réponse justement à un problème ou à un enjeu que ces femmes-là vivaient au quotidien, c'était la cherté de la vie, donc le coût de l'alimentation en général, mais également les différentes maladies qui étaient développées au sein des villages voisins dues justement à la consommation de produits cultivés avec des intrants chimiques. Donc pour faire un petit peu un retour dans l'histoire, il faut savoir que le coût moyen d'une alimentation saine est vraiment élevé et très élevé justement dans les pays importateurs, ce qui signifie en fait que dans ces pays-là, ils vont consommer des aliments transformés ou hautement transformés. Et justement, quand on parle d'aliments transformés, on parle justement tout ce qui est friandises, collations, aliments minutes, repas surgelés, viande transformée, produits laitiers, produits céréaliers également. Et l'idée, en fait, était de faire comprendre à ces femmes-là que vous avez la terre pour produire. Il suffit juste de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, de comprendre aussi les intrants qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser dépendamment, pour avoir un bon résultat sur votre santé, ne pas forcément développer des maladies chroniques sur le long terme, et que cela est possible en utilisant justement des intrants non chimiques et utiliser l'agroécologie en général. Donc c'était un petit peu ça le projet. Nous on a travaillé sur un demi-hectare de terre avec l'implication de 3 coopératives. C'était à peu près 60 à 70 femmes de tête issues de à peu près différents départements, mais également avec des âges différents. Donc il y avait de l'intergénérationnalité aussi dans le projet, ce qui est quand même assez intéressant. Puis à la fin, ça permettait de faire comprendre à ces femmes-là qu'elles ont la possibilité par elles-mêmes
de prendre un projet du début à la fin, que ce projet-là soit pensé par elle et être accompagné au quotidien justement par JVE, mais accompagné également par l'ensemble des membres du village et idéalement que ce projet-là puisse être reproduit avec ou sans accompagnement à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale pour JVE. Donc c'était principalement le projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Ça va être une expérience que je ne pourrais oublier. Et c'est un petit peu cette expérience-là aussi qui m'a permis d'être aujourd'hui dans le podcast avec vous, avec toi Sandrine, et de vous partager mon expérience. Mais merci, c'est super intéressant justement de voir comment est-ce que il y a ce renforcement du pouvoir d'agir chez ces femmes-là, puis que comment est-ce qu'après ça, les outils de communicatrices, d'organisation, de gestion, qu'elles ont acquis, elles peuvent les ramener dans leur communauté, puis en fait les transmettre, puis que le projet continue au-delà en fait d'elles. Donc c'était super intéressant, puis je trouve de nous ancrer dans un projet hyper concret comme ça de souveraineté alimentaire, de justement réfléchir aussi collectivement à comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, c'est inspirant puis c'est porteur d'espoir. Dans justement les différents éléments que tu nous nommais, il y a tout plein de trucs sur quoi est-ce que j'ai envie de revenir. Puis veux pas, j'ai envie aussi de nous amener dans une question qui est plus large de comment en ce moment la sécurité alimentaire, elle peut être affectée, perturbée, altérée, complexifiée par différentes crises humanitaires, des crises sanitaires comme on a traversé encore la COVID-19 ou les changements climatiques, des conflits internationaux. Comment est-ce qu'on peut essayer de stabiliser justement cette sécurité alimentaire-là dans différentes zones de turbulence puis temps de turbulence? Ouais. C'est vraiment une question assez complexe, je trouve. Lorsqu'on parle de crise ou lorsqu'on parle de conflit, c'est toujours les populations les plus vulnérables qui en pâtissent le plus en général, et les conflits viennent justement avoir des répercussions négatives sur les 6 dimensions de la sécurité alimentaire, donc la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation, la stabilité, la densité et la durabilité. Donc on a vu justement avec l'effet de la COVID-19 le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde en l'espace d'une année a augmenté de 80 millions. C'est énorme comme chiffre, et une augmentation de 38 millions environ de personnes souffrant de la faim en 2021. C'est aberrant. Moi, quand je lis les chiffres, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que la plupart du temps, l'endroit où justement les personnes qui souffrent de faim aiguë, c'est déjà des endroits complexes où est-ce qu'il n'y a pas juste la faim, il y a d'autres facteurs qui viennent se croiser un petit peu. Et quand on parle de zone de conflit ou après conflit, moi je pense à l'Afghanistan, la République centrafricaine, le nord du Nigeria, en Somalie, en Soudan du Sud, au Yémen. Enfin, la liste est longue, puis on n'insistera pas, on continuera pas à en citer, même si on pourrait. Je trouve que c'est important quand même de rappeler ce qui se passe un petit peu dans le monde. Puis tout ça, justement, ça augmente l'incidence de la faim dans ces régions-là, mais également de la malnutrition ou de la dénutrition infantile. Puis ça participe également à des causes de décès d'enfants de moins de 5 ans, à des retards de croissance. Par exemple, également, l'avant-dernier conflit en date, c'était en 2022. Alors que la pression de la pandémie commençait tout juste à retomber et la guerre en Ukraine justement a éclaté. Un conflit entre 2 principaux producteurs mondiaux qui vient bouleverser les cycles agricoles et l'énergie mondiale, entraînant avec lui la flambée des prix des denrées alimentaires, mais également des intrants agricoles, avec une incidence vraiment différente dépendamment des régions et dépendamment de la population. Donc, tous ces conflits viennent un petit peu brouiller la disponibilité augmenter la disponibilité illégale des aliments dans certaines régions, et vient bloquer les échanges. Il y a un manque d'intrants de part et d'autre, mais aussi des pénuries de main-d'œuvre. Bref, sachant que le marché mondial est quand même concentré entre les mains de poignées de pays et de poignées de sociétés. Ça vient justement causer encore plus les inégalités qui étaient déjà présentes, et l'impact et les perturbations viennent carrément
ralentir, voire mettre à l'arrêt 33 décennies, de progrès sur la réduction de la pauvreté et sur le travail qui avait été fait au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, Qu'est-ce que sont les injustices selon les membres de l'ACOSI ? Au niveau interpersonnel, les injustices surviennent lorsqu'une personne ou un groupe de personnes ne sont pas traités de manière juste et équitable et que leurs droits et libertés ne sont pas respectés ni garantis en raison de leur origine ethnique, de leur genre ou de leur statut migratoire, par exemple. Les injustices sont des facteurs d'oppression et de marginalisation et elles ont des répercussions importantes sur la vie des gens. Au niveau structurel, il existe des injustices entre certaines régions du monde. Par exemple, certains pays sont plus durement affectés par les changements climatiques alors qu'ils figurent parmi les moins pollueurs. C'est d'ailleurs pourquoi l'ACOSI promeut l'idée de la justice écologique. Selon ce principe, il faut tenir compte de la responsabilité historique asymétrique des différents pays dans la dégradation de l'environnement à l'échelle globale pour rétablir un juste équilibre dans la lutte pour la protection du bien commun. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développé par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs. Peut-être une piste d'amélioration ou peut-être une piste sur lesquelles les communautés internationales pourraient réfléchir, ça serait vraiment de miser sur la paix, en fait. Parce que sans paix durable, il n'y a pas de communauté internationale. Sans paix durable, on ne peut pas avoir des chances d'atteindre justement l'objectif de fin zéro. Il faudrait peut-être se pencher justement sur une gestion fondée sur les droits humains avant tout. Et peut-être que ça pourrait être une façon d'arriver à un moment ou un autre à cet objectif qui est justement d'éradiquer la faim dans le monde, même si on en est loin. Puis cet objectif a été fixé des années avant et reste toujours le même d'ailleurs. Mais ça pourrait être une piste de solution. Je suis contente que tu nous amènes justement dans cette réflexion-là de quel rôle jouent les gouvernements, mais aussi les organismes internationaux, les organisations de la société civile dont on fait partie, les jeunes aussi qui luttent contre la faim dans le monde. Puis pour nous alimenter cette réflexion-là, je voulais qu'on écoute une entrevue qu'on a réalisée avec Ponguri Shenaya, qui est en fait coprésident mondial de la Coalition populaire pour la souveraineté alimentaire, qui est un partenaire de l'ACOSI, qui a participé à la COP28 récemment, puis ça nous a donné l'occasion d'enregistrer en fait un extrait d'une de ses interventions qui était plus que pertinente. Les terres et les moyens de subsistance des populations continuent d'être pillés, continuent d'être occupés par les gouvernements, ce qui ne devrait pas arriver au profit des entreprises. Il faut donc les protéger. Les communautés autochtones et les communautés marginalisées devraient être en mesure de restaurer parfaitement leurs propres terres. Ainsi, elles jouiront de la souveraineté alimentaire et seront en mesure de produire et de s'occuper des questions de justice climatique. Donc, à la lumière justement de ce témoignage de Ponguri, quel effet ou quelle réflexion est-ce que ça t'amène? En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunes qui s'emploient de plus en plus à changer l'orientation et corriger les dynamiques raciales, coloniales ou patriarcales qui ont prévalu en tout cas dans le système alimentaire. Puis qui essaie justement de monter un petit peu un système alimentaire durable et viable différent pour corriger un petit peu le tir. Et ce sont des points de vue qui sont totalement valables. Ce sont des points de vue qui sont à écouter et ce sont des points de vue qui justement permettront d'avoir un avenir nouveau dans ce domaine-là. Moi, de mon expérience, de ce que j'ai déjà vécu, je trouve qu'il y a de l'amélioration en tout cas. Cette COP28 nous l'a vraisemblablement montré, peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais c'est un petit pas et quand même un petit pas vers l'avant, c'est mieux que rien. Par contre, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir peut-être des retours ou des implications un petit peu plus importantes de chaque partie prenante. Puis on espère justement que la prochaine COP sera dans ce sens-là, si je peux rajouter. En effet, je pense que dans nos différentes COP, il faut qu'on célèbre les petits pas qu'on fait dans la bonne direction pour faire
face aux différents défis et même les impératifs qui commencent à s'imposer de plus en plus sur la scène publique. On a déjà parlé maintes et maintes fois que en ce moment, je pense qu'on est beaucoup plus en réaction qu'en prévention, mais il faut continuer à poser des gestes pour aller dans la bonne direction. Puis, c'est quoi ce que tu dirais en ce moment les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes ici, mais ailleurs aussi, en lien avec leur engagement par rapport à la souveraineté alimentaire ou la lutte contre la faim dans le monde? Au niveau des défis, moi, j'ai relevé juste un seul point, et puis je pense que ce serait un petit peu les conditions d'emploi et de travail décents autour des différents domaines d'activité du système alimentaire ou des systèmes alimentaires. En parlant de défis, moi, je pense aux travailleurs saisonniers, je parle aux emplois informels, je pense à la segmentation et l'exploitation de groupes plus vulnérables, je pense à la présence de syndicats ou non, syndicats entendus ou pas. Je pense également à l'exposition aux produits chimiques, qui est un volet assez conséquent quand on parle de système alimentaire en général et quand on parle de système alimentaire durable. Et également peut-être l'accès justement à une protection sociale. Tout à l'heure, on parlait justement de promotion des différents emplois qui étaient possibles, occupés pour les jeunes dans les systèmes alimentaires ou au travers de la chaîne justement. Mais on parle pas très peu un petit peu des conditions justement que l'on retrouve en général. Et là, je pourrais peut-être m'attarder au niveau de la production, par exemple, qui est quand même assez pénible, de travailler dans l'agriculture ou travailler quand on parle de système alimentaire. Je penserais là tout de suite, par exemple, dans les cuisines, dans la transformation, dans les usines. Finalement, c'est pas un travail, un travail 9 à 5 basic où tu te lèves le matin, tu t'en vas au bureau, t'as de l'air climatisé dans ton bureau, t'as une pause à midi à l'ombre, tu as accès à un café gratuit, à un repas. Non, le travail est généralement beaucoup plus demandant. Puis, est-ce que justement les jeunes rêvent de ce travail-là? Est-ce que ça a été un travail qui leur a été montré un petit peu en grandissant? Je pense pas. Fait que peut-être aller revoir justement les conditions de travail, essayer de les rendre beaucoup plus abordables et beaucoup plus favorables justement pour pouvoir convertir justement cette jeunesse-là vers des emplois qui pourraient nous aider à changer le système alimentaire présent. Super. Puis la dernière question que je voudrais te poser, c'est notre incontournable. Comment est-ce que, selon toi, on peut prendre part à l'action climatique? Je pense qu'à toute échelle, on peut prendre justement part à l'action climatique, faire partir des réseaux d'alimentation urbaine, entreprendre dans un potager familial dans une zone rurale ou urbaine, participer à des activités d'éducation à l'alimentation ou des plaidoyers auprès de pouvoirs publics, s'engager dans des mouvements liés à la justice sociale alimentaire ou au changement climatique ou au mode de consommation responsable. Prendre part, finalement, c'est des petites actions au quotidien, collectifs et individuels. Ça peut être tout simplement réduire, je sais qu'on l'entend assez souvent, mais ça peut être réduire le nombre de fois qu'on mange de la viande dans la semaine, par exemple. Ça peut être tout simplement essayer de manger des produits de saison. Tu sais, quand on est en plein hiver, peut-être pas penser à avoir le goût de manger des framboises ou des fraises, là. Mais penser à manger des patates, des courges, quelque chose justement qui est saisonnier. Donc, il y a des implications aussi petites qu'on le veut et aussi grandes qu'on le peut. Puis, c'est vraiment à tout un chacun de prendre part au quotidien. Mais merci. Tu parlais justement au début de ta relation avec la nature, puis je trouve justement de nous appeler à s'alimenter selon les saisons. Ça fait un excellent lien avec cela. Merci encore une fois, justement, Livia, pour ta contribution à cet épisode. Merci à vous qui nous écoutez. On espère sincèrement que notre échange avec notre invité vous a permis de mieux comprendre l'intersectionnalité entre les enjeux climatiques et la souveraineté alimentaire. On vous invite, un peu comme on vous disait par rapport à comment prendre part, mais on vous a vous informer, à poser des questions et vous aussi à prendre part à l'action climatique. C'était Sandrine Elie pour la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. On vous remercie de nous avoir accompagnés à travers cette belle rencontre. Ce balado est rendu possible grâce à la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, SCO et le CECI. Un merci tout spécial au studio CISM pour le montage de cet épisode. Et pour en savoir plus, on se retrouve sur nos différents médias sociaux.